Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans ce contexte, réponse A, je passe. Réponse B, je klaxonne et je passe. Réponse C, je m'arrête. Alors ici, tu vois, j'aime beaucoup cette question, elle est très intéressante. Donc là, on se retrouve sur une rue à double sens. Et on a en face de nous un camion qui est stationné en fait sur la chaussée, qui prend la moitié de la chaussée, et donc un artisan qui a l'air de monter dans son camion. En face de nous, on a une voiture noire qui s'approche de nous. Donc dans ce contexte-là, vous remarquez bien que ça va être compliqué de passer. Parce que si je passe, il va falloir que je morde sur la chaussée en sens inverse. D'accord ? Et je risque de percuter donc la voiture noire. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on est en agglomération, donc il faut que je laisse en plus de ça 1 mètre d'écart de sécurité entre mon véhicule et le piéton qui est donc un usager vulnérable. Donc ici, il va falloir que je m'arrête, tout simplement. Donc je vais pas pouvoir passer. Encore moins klaxonner, il est interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger immédiat, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ce que je fais, je m'arrête, j'attends soit que le véhicule démarre, donc le camion, soit que le véhicule noir en face de moi m'est définitivement croisé. Donc ici, la bonne réponse, et la réponse, c'est je m'arrête. Question numéro 2. Mon véhicule est très chargé. Réponse A, j'augmente la pression des pneus. Réponse B, je diminue la pression des pneus. Alors, comment savoir la pression à adapter lorsque le véhicule est plus ou moins chargé ? Alors, c'est très simple, il faut te référer à l'étiquette que tu trouveras en général à l'intérieur de ta portière avant. Pour simplifier les choses, en général, cette étiquette ressemble à ça. Alors, comment lire une étiquette de pression de pneu ? Tout d'abord, si tu remarques bien, ici, il y a une série de numéros qu'on appelle indice alphanumérique. Si tu sais pas ce que c'est que indice alphanumérique et que là, je suis en train de te parler chinois, je te conseille fortement de te former parce que c'est très important. Pour rappel, sur le flanc d'un pneu, on a des numéros et des lettres qu'on appelle indices alphanumériques qui correspondent aux caractéristiques de ta roue. La largeur, la hauteur, l'indice de charge et l'indice de vitesse. Donc, ce numéro est reporté sur l'étiquette. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les pressions qui apparaissent sur l'étiquette correspondent à un type de pneu bien défini. Donc, si tu changes de pneu, fais attention à prendre les mêmes références indiquées sur les indices alphanumériques. Comme tu le remarqueras, ce tableau est constitué tout d'abord de 2 colonnes. Ces colonnes correspondent à quoi ? La première correspond aux roues avant et la deuxième correspond à la pression des roues arrière. Ensuite, ce tableau a
deux lignes. La première ligne correspond à un chargement normal de ton véhicule et la deuxième ligne, parfois même il y a 3 lignes, correspondent à un chargement élevé de ton véhicule. Par exemple, si ta voiture est très chargée et que tu veux savoir quelle pression adopter à la roue arrière, eh bien, ici par exemple, la pression qu'il faudra que tu adaptes aux roues arrière est de 3,2 bars. Et tu remarqueras que plus le véhicule est chargé, plus la pression des pneus doit être augmentée. Donc, pour revenir à la question, si mon véhicule est très chargé, ce que je fais, c'est que j'augmente la pression des pneus, je la diminue pas. Et surtout, je me réfère à l'étiquette qu'il y a dans la portière ou dans le manuel du véhicule. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. Les véhicules à gauche sont garés. Réponse A, en bataille. Réponse B, en créneau. Réponse C, en épi. Alors, vous avez 3 manières de vous stationner. La première, la plus commune, c'est le stationnement en créneau. Le stationnement en créneau, c'est lorsque les voitures se garent parallèles à la route. Ensuite, vous avez le stationnement en bataille. Le stationnement en bataille, c'est lorsque les véhicules se stationnent perpendiculairement à la route. Et enfin, vous avez le stationnement en épi, c'est lorsque les véhicules se stationnent en biais par rapport à la route. Dans cette situation, comme vous le voyez, à gauche, les voitures sont stationnées perpendiculairement à la route. On est donc dans un stationnement en bataille sur les véhicules qui sont garés à gauche. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Je dépasse ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, vous avez bien vu, il y a une ligne blanche. Okay. Donc effectivement, interdiction de dépasser ce véhicule. La seule chose que vous auriez pu dépasser, c'est un vélo, en chevauchant la ligne blanche. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. Je vais tout droit à cette intersection. Réponse A. J'ai la priorité sur le véhicule bleu à ma droite. Réponse B. Je dois céder la priorité au véhicule bleu. Alors ici on est sur une intersection qui n'est pas gérée par une signalisation. Donc la règle qui prime, c'est la priorité à droite. Ce véhicule se trouve à ma droite, il a donc la priorité. Je dois céder la priorité au véhicule bleu. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 6. Le véhicule noir a la priorité sur le véhicule à sa droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Le véhicule noir doit ralentir et placer le pied devant le frein. Oui, réponse C, non, réponse D.
Alors, ici, comme tu le vois, on est sur une intersection. On est sur une intersection qui est gérée par une signalisation verticale. Ici, un stop. Regarde aussi le véhicule à droite. La personne qui a dans le véhicule à droite ne regarde pas à sa gauche. Elle ne regarde pas vers le véhicule noir. Et ça a toute son importance. Alors, regarde l'animation qui arrive. Ici, le véhicule à droite a un stop. Cela veut dire qu'il doit laisser la priorité au véhicule sur l'intersection. Ici, le véhicule noir. Donc le véhicule noir a la priorité sur le véhicule à droite. Cependant, regarde bien, donc la dame ne regarde pas le véhicule noir. Donc là, le véhicule noir a tout intérêt de ralentir et de placer le pied devant le frein en passant cette intersection par mesure de sécurité. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 7. En période probatoire, j'ai perdu 3 points après une infraction. Je dois effectuer un stage après avoir reçu la lettre 48N. Dans les 4 mois? Réponse A. Dans les 3 mois? Réponse B. Je récupère 2 points par an jusqu'à la fin de mon probatoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, très important pour les personnes en probatoire. Si vous perdez 3 points ou plus, alors vous serez obligé d'effectuer un stage. Alors, ce stage devra être réalisé dans les 4 mois après réception de la lettre 48N. Il faut aussi que tu saches une chose très importante. Si tu as commis une infraction durant ta période probatoire, alors tu ne pourras récupérer aucun point par an. C'est-à-dire que les 2 points ou les 3 points si tu es en conduite accompagnée que tu récupérais tous les ans, eh ben c'est fini. Tu ne les récupères plus. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 8. Pour effectuer un dépassement de nuit sur une route non éclairée, le conducteur doit allumer ses feux de route en A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C. Alors, déjà, il doit mettre ses feux de croisement pour pas éblouir la voiture qu'il y a devant. Ensuite, arrivé à niveau du véhicule, c'est là qu'il pourra mettre ses feux de route. L'autre véhicule, lui, devra mettre ses feux de croisement pour pas éblouir la voiture qui le dépasse. Donc ici, pour effectuer son dépassement, la voiture doit mettre ses feux de route en B. Question numéro 9. Je reste sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu remarqueras que la voie qu'il y a devant toi, juste après l'intersection, c'est une voie qui est réservée. D'ailleurs, tu peux voir la délimitation entre la voie de gauche et la voie de droite est matérialisée par une ligne blanche épaisse discontinue. Hein, donc, c'est une voie
de bus. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va se décaler à gauche pour prendre la voie réservée aux véhicules motorisés standards. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 10. Je souhaite m'insérer sur la route. Réponse A, je contrôle, puis je mets mes clignotants. Réponse B, je mets mes clignotants, puis je contrôle. Alors, comment s'insérer sur une route? Tout d'abord, il va falloir contrôler. Une fois que le champ est libre, je mets mes clignotants et je m'insère sur la route. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 11. Le van blanc risque de dépasser le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois, en face de nous, on a un van blanc qui a sur sa droite un cycliste. Donc il y a de grandes chances pour que ce van veuille dépasser ce cycliste. Donc, ce que je fais, c'est que je ralentis au cas où il viendrait chevaucher la ligne sur ma voie. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 12. Les branches des lunettes peuvent affecter le champ de vision. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la notion de champ de vision, on va pas la traiter aujourd'hui parce que là, on est sur un test. Bon, là, je vous ai mis une petite image que vous pouvez retrouver sur le cours de la formation. Donc, je vous laisse aller dans la formation pour voir vraiment ce que c'est que le champ de vision. Alors, concernant les lunettes, alors bien sûr, la largeur des branches sur les lunettes, notamment les lunettes de soleil, peuvent affecter le champ de vision. Donc, privilégiez toujours des lunettes avec des branches minces pour avoir le champ de vision le plus étendu possible. Donc, la bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 13. Ce véhicule transporte principalement. Réponse A, des enfants. Réponse B, des PMR, personnes à mobilité réduite. Réponse C, des personnes âgées.
Alors, le panneau que tu vois sur le pare-brise arrière de ce car indique qu'il transporte des enfants. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 14. Je tourne à gauche, tout comme le véhicule en face. Je le croise en le contournant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je le croise en lui faisant face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tu dois savoir qu'il y a deux types de croisements. Il y a ce qu'on appelle le croisement en contournement et le croisement à l'indonésienne. Alors, en général, dans la plupart des cas, on va se croiser en se contournant. Donc, comme le montre la petite animation. Mais parfois, lorsque le marquage au sol l'indique, il va falloir tourner en se faisant face. C'est ce qu'on appelle le croisement à l'indonésienne. Donc ici, dans notre cas, il n'y a pas de marquage au sol qui indique un croisement à l'indonésienne. Alors, je croise par contournement. La bonne réponse ici sont les réponses A et D. Question numéro 15. Je peux utiliser A, mes feux de route, B, mes feux de croisement. Alors, ici, on roule de nuit dans une chaussée éclairée, hors agglomération. Donc, j'utilise mes feux de croisement. Je n'ai pas le droit d'utiliser mes feux de route. La bonne réponse est la réponse B. Encore une fois, ce type de question, c'est vraiment du cours. Donc, si vous vous êtes trompé, il faut absolument que vous révisiez votre cours. On a mis en place une formation pour vous. Donc, formez-vous. Formez-vous parce que ce type de question revient très souvent dans les nouveaux examens du code de la route. Surtout qu'on a mis en place donc une plateforme pédagogique, donc une formation qui vous permet de vous aider à passer le code. Il y en a pour tous les budgets. Ça commence à 9,90 €. Donc, regardez ce que va vous coûter le fait de rater le code. Il me semble que c'est 30 € à chaque fois que vous passez l'examen. Et le fait d'être formé. Je veux dire, il n'y a pas photo. En plus, vous allez avoir toutes les fiches pédagogiques, toutes les vidéos, tous les examens blancs issus de la nouvelle réforme. Donc, n'hésitez pas à aller dans la formation en lien dans la description si vous voulez être tranquille et passer le code tranquillement. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 16. Laisser un enfant seul dans un véhicule est réponse A, approprié, réponse B, dangereux. Bien sûr, laisser un enfant seul dans un véhicule est dangereux. Il pourrait, par exemple, utiliser les commandes du véhicule si les clés sont toujours sur le contact. Il pourrait également, par exemple, s'il y a un feu qui se déclenche, être bloqué dans la voiture et pas savoir sortir. Il pourrait aussi tout simplement avoir une insolation. S'il reste bloqué dans la voiture sous une grosse chaleur.
Donc, c'est une évidence. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 17. Avant de m'engager, je contrôle à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, je me retrouve dans une intersection où j'ai très très peu de visibilité à gauche. Donc, lorsque je vais m'engager, je ferai mes contrôles à gauche au cas où, si par exemple, un usager vulnérable comme un vélo aurait lui-même grillé son feu. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Le liquide AdBlue permet de réduire les émissions polluantes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu peux le voir ici, dans certaines motorisations, à côté de ton bouchon donc de carburant, tu auras un bouchon d'AdBlue. L'AdBlue, c'est un liquide qui permet en fait de réduire les émissions polluantes. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. Au volant, téléphoner avec un système intégré est interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dangereux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pour ceux qui découvrent le code de la route, la réponse va vous paraître étrange. Effectivement, elle est très étrange. Est-ce qu'il est interdit de téléphoner au volant avec un système intégré au véhicule ? Eh bien non. C'est pas interdit, c'est autorisé. Alors, ne me demandez pas pourquoi, moi aussi je trouve ça très étrange. Mais effectivement, ce n'est pas interdit. Par contre, est-ce que c'est dangereux ? Bah oui, c'est même très dangereux. C'est quasiment la même chose que d'avoir un écouteur ou un téléphone à la main. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 20. Le conducteur est soumis à une baisse de la vigilance plus importante. Réponse A, juste avant le lever du soleil. Réponse B, juste après le coucher du soleil. 3 heures de conduite prolongée de nuit équivaut à une alcoolémie. Réponse C, de 0,8 g par litre de sang. Réponse D, de 0,4 g par litre de sang. Alors, comme se montre le document, on a 2 baisses de vigilance très importantes chez l'être humain. Tout d'abord, juste avant le lever du soleil, entre 2h du matin et 5h du matin. Mais également en journée, entre 13h et 15h après le repas. À savoir qu'une conduite prolongée de nuit, notamment plus de 3 heures de conduite prolongée de nuit, équivaut à une alcoolémie de 0,8 g par litre de sang, ce qui équivaut à un taux délictuel.
Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 21. Dans ce contexte, j'allume mes feux de réponse A, route, réponse B, brouillard. La vitesse maximale autorisée est de réponse C, 50 km/h, réponse D, 100 km/h. Alors ici, donc on est sur une route à chaussée séparée et on a une présence de brouillard. Donc ici, on va pas allumer les feux de route. Ici, il faut allumer ces feux de brouillard. Concernant la vitesse maximale autorisée, normalement, sur une route à chaussée séparée, on est à une vitesse maximale autorisée de 100 km/h, comme le montre le document des vitesses maximales obligatoires. Cependant, ici, on a une visibilité qui est inférieure à 50 mètres. Donc ici, on va devoir rouler à 50 km/h maximum. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 22. J'utilise mes feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel de phare. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, à la question « J'utilise mes feux de route ». Déjà, il faudrait se poser la question de quand est-il obligatoire d'utiliser ces feux de route? Alors, les feux de route sont à utiliser la nuit, sur route et agglomération non éclairée. Cependant, il est interdit d'éblouir d'autres usagers de la route. Par exemple, en les croisant ou en les dépassant. Donc ici, certes, on est sur une route plutôt non éclairée, donc on pourrait utiliser nos feux de route. Cependant, on voit bien ici que d'autres usagers nous croisent. Donc ici, je ne peux pas utiliser mes feux de route. À la deuxième question, je fais un appel de phare. Alors ici, vous voyez bien que la voiture qui nous croise, elle est en feu de route. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous éblouit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un appel de phare pour que cet usager prenne conscience qu'il est en train d'éblouir tout le monde. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 23. Lorsque je m'installe, je règle d'abord A. Le siège, B. Le volant, C. Les rétroviseurs. Alors là, encore une fois, c'est une question de cours très simple que vous pouvez retrouver dans la formation. On en a souvent parlé, que ce soit dans la formation ou même dans les vidéos YouTube. Donc, lorsqu'on s'installe à bord de son véhicule, la première des choses à faire, c'est de régler le siège. Dans un deuxième temps, on réglera le volant. Puis, à la fin de l'installation, on réglera les rétroviseurs. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 24. Après un déménagement, je dispose d'un mois pour modifier mon certificat d'immatriculation.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, après un déménagement, vous êtes dans l'obligation de modifier votre certificat d'immatriculation et vous disposez d'un mois pour le faire. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. L'arrêt à droite est réponse A, limité, réponse B, gratuit, réponse C, payant. Alors ici, comme tu le vois, les pointillés sont bleus. Les pointillés sont bleus et juste au-dessus, il y a marqué arrêt limité à 10 minutes. Donc ici, on est sur un arrêt qui est limité. Et en plus de ça, le panneau nous dit que l'arrêt est limité à 10 minutes. Alors, comment savoir qu'on respecte bien les 10 minutes, si par exemple un policier passe et vérifie si ça fait bien 10 minutes que vous êtes là. En fait, sur ce genre d'arrêt ou de stationnement, il faudra apposer ce qu'on appelle un disque de stationnement. Ou sinon on appelle ça un disque bleu. D'accord ? Et là, il va falloir que tu mettes ton heure d'arrivée. Donc ici, le stationnement n'est pas payant, il est gratuit. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 26. J'ai passé ma période probatoire et je roule sur route. Réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Réponse C, je maintiens mon allure. Réponse D, je freine. Alors ici, avant toute chose, avant de savoir si on doit ralentir, freiner, accélérer ou maintenir son allure, ce qu'il faut savoir, c'est connaître la vitesse maximale autorisée. Pour connaître cette vitesse maximale autorisée, il faut d'abord que je sache où je roule. Alors ici, on roule sur route, comme le dit l'énoncé, mais on roule sur une route à chaussée séparée. Donc, comme vous le savez, je vous remets le document de cours concernant les vitesses maximales autorisées. Hors probatoire sur route à chaussée séparée, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc on sait que la vitesse maximale autorisée dans ce contexte est de 110 km/h. Actuellement, on roule à 105 km/h comme le montre le compteur. Alors, il y a une autre chose à voir, c'est que lorsqu'on regarde le rétro, on s'aperçoit qu'une voiture nous dépasse. Dans ce cas-là, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc, il n'y a aucune raison d'accélérer, surtout qu'une voiture nous dépasse. Pourquoi ralentir, vu qu'on est à la bonne vitesse ? Freiner ici n'apportera rien à l'affaire. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse C. Je maintiens mon allure, je laisse le véhicule derrière moi me dépasser. Question numéro 27. Je circule sur autoroute. La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, je vous montre donc le tableau récapitulatif des vitesses maximales autorisées selon le type de route. Ici, on est en conditions atmosphériques, donc normales, donc la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h ou de 110 km/h si on est en probatoire. Alors, le panneau 90 que vous voyez ici, il s'applique seulement si vous prenez la sortie. Donc la sortie pour Saumur. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 28. La circulation est à l'arrêt. Je m'arrête. A. Avant le passage piéton. B. Sur le passage piéton, juste derrière la voiture grise. Alors, dans ces situations où la circulation est très dense, le mieux est de s'arrêter avant le passage piéton pour laisser les piétons de passer. Alors sachez une chose, il est interdit de stationner et de s'arrêter sur un passage piéton. Si vous stationnez sur un passage piéton, c'est un stationnement très gênant et vous encourez 135 € d'amende. Si vous vous arrêtez à un passage piéton, c'est un refus de priorité aux piétons. Et là, c'est pareil, amende de type 4, 135 € d'amende. Voilà. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 29. L'étiquette énergie permet de connaître le niveau d'émission de CO2 d'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, juste ici, je te mets l'étiquette d'énergie d'une voiture. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, tout au-dessus, les informations du véhicule, donc type de véhicule, le carburant, si c'est un essence, un diesel ou un électrique, la consommation de carburant qu'on appelle WLTP, c'est-à-dire sa consommation mixte, et ensuite, il y a son émission de CO2 par kilomètre, donc qui est compté en grammes par kilomètre. Et donc, il y a un classement. Il y a un classement sur 7 lettres. Donc, effectivement, les véhicules qui ont le classement A sont les moins polluants, et ceux qui ont le classement G sont les plus polluants. Donc, pour répondre à la question, l'étiquette énergie permet de connaître le niveau d'émission de CO2. La réponse est la réponse A. Question numéro 30. Un passager adulte n'a pas sa ceinture. En tant que conducteur responsable de mon véhicule, j'encours. Réponse A. Une contravention. Réponse B. Un retrait de points. Réponse C. Aucune sanction. Alors, dans le cas de passagers adultes qui ne mettraient pas leur ceinture dans un véhicule, le responsable est le passager adulte. Ce sera jamais le conducteur. Le conducteur ne sera pas sanctionné si une personne ne met pas sa ceinture, une personne adulte en tout cas, ne met pas sa ceinture dans votre véhicule. Par contre, si le passager est un mineur, donc de moins de 18 ans, vous serez responsable et vous aurez votre contravention.
La bonne réponse ici est la réponse C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 31. Je dépasse le cycliste en laissant un intervalle de sécurité. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, comme tu peux le voir, on a un camion qui est garé à cheval entre la chaussée et le trottoir. Donc là, le cycliste risque de se décaler. Donc ici, on ne dépassera pas le cycliste, peu importe l'intervalle de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 32. Je circule sur une route à sens unique. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ça, c'est vraiment une question récurrente et qu'on a souvent vu donc, dans les vidéos YouTube et dans la formation. Pour savoir si on roule sur une route à sens unique, on regarde la ligne de rive à gauche. Donc ici, c'est une ligne blanche continue qui indique qu'on circule sur une route à sens unique. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Je peux rouler à. Réponse A, 30 km/h. Réponse B, 50 km/h. Réponse C, 70 km/h. Réponse D, 80 km/h. Alors, peu importe la route dans laquelle je circule, si ma visibilité est inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Comme le montre ici le document que vous trouverez dans la formation. Donc, je peux également rouler à 30 km/h. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 34.
Je suis en train de secourir cette victime qui est inconsciente. Je dois, réponse A, vérifier une hémorragie externe. Réponse B, appeler les secours. Réponse C, la mettre en position latérale de sécurité. Réponse D, la déplacer en sécurité sur le trottoir. Alors, dans le cas où on est face à une victime d'un accident de la route qui est inconsciente, quelle est la procédure à mettre en place ? Tout d'abord, il va falloir vérifier si elle ne souffre pas d'une hémorragie externe, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de sang qui coule de son corps. Dans ce cas-là, il faudra donc appliquer une pression à l'endroit de l'hémorragie. Ensuite, il faudra mettre cette personne en position latérale de sécurité. Et enfin, il faudra, si possible, la couvrir avec quelque chose de chaud, parce que toutes les victimes d'accidents souffrent d'hypothermie, c'est-à-dire que leur corps se refroidit. Surtout, ne jamais déplacer une victime inconsciente. Alors, arrivé à cette étape, je suis sûr que beaucoup de gens vont dire mais attends, t'as pas oublié quelque chose là ? Tu t'appelles pas les secours ? Bah non, j'appelle pas les secours. Ah bah pourquoi t'appelles pas les secours ? Parce que ce serait la première chose à faire quand même. Bah non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous allez passer un examen. Et dans cet examen, il y a un programme. Et dans ce programme, il y a des étapes lorsqu'on est protagoniste ou témoin d'un accident de la route. Ce programme, il dit quoi ? Il dit que si vous êtes victime ou témoin d'un accident de la route, il faut respecter ce qu'on appelle le pas. Protéger, alerter, secourir. Et il faut le faire dans l'ordre. D'abord protéger, ensuite alerter, puis secourir. Ici, si tu regardes la question, qu'est-ce qu'on dit ? On dit « je suis en train de secourir ». Donc tu es dans la dernière étape de la procédure. C'est-à-dire que alerter, c'était la deuxième étape, ça c'est déjà fait. Donc là, on est dans secourir, on n'est pas dans alerter. Voilà. Donc, il faut bien connaître son cours parce que sinon, il y a des questions, vous n'allez pas les comprendre. Et même, il y a des questions, en fait, vous allez croire que le moniteur a faux. Hein, vous allez être persuadé qu'il a faux, alors que tout simplement, disons qu'il vous manque des connaissances. D'où l'importance de se former correctement, sinon on ne comprend même pas ses erreurs. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 35. Privilégier les déplacements écologiques permet de réduire la pollution. Oui, réponse A. Non, réponse B. De réduire les nuisances sonores. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, bien sûr, utiliser des moyens de transport écologiques va permettre tout d'abord de réduire la pollution de l'air et ensuite de réduire aussi la pollution sonore ou les nuisances sonores. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 36. À 70 km/h,
je parcours en une seconde. Réponse A, 21 mètres. Réponse B, 42 mètres. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comment connaître la distance que je fais en une seconde? C'est très simple. Ici, on roule à 70 km/h. Donc, on prend le chiffre des dizaines, ici 7, et on le multiplie par 3. 3 fois 7, 21. À 70 km/h, je parcours 21 mètres en une seconde. Concernant ma distance de sécurité, est-ce qu'elle est bonne? Bon, on pourrait, avec les notions qu'on a et les connaissances qu'on a, on pourrait la calculer et la comparer avec les lignes de rive. Bon, là, c'est simple. On les a, les lignes de rive. Et on sait qu'une bonne distance de sécurité sur route est de 2 lignes de rive. Or, ici, vous voyez bien qu'on ne les a pas, les 2 lignes de rive. Donc, on n'a pas une bonne distance de sécurité. Les bonnes réponses ici vont donc être les réponses A et D. Question numéro 37. La prochaine aire de repos comportera une aire de pique-nique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après cette aire de repos, la prochaine aire de pique-nique sera dans 17 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, question très intéressante parce que ça va nous permettre de voir plein de choses. On va essayer de faire rapide. Ici, vous voyez, le panneau du dessus indique qu'on a une aire de Chantecoq. Juste en dessous, on a un panneau qui dit 300 mètres. Donc, l'aire de Chantecoq est dans 300 mètres. Et juste en dessous, on a des panneaux d'indication de service. Par exemple, le panneau avec le P indique un emplacement de parking. Le panneau avec le sapin indique une aire de pique-nique. Et le panneau avec des enfants indique des jeux pour enfants. Et juste en dessous, on a des distances. Donc 17 km pour le panneau de parking et 17 km pour le panneau de pique-nique. Vous devez savoir, et ça on l'a vu à plusieurs reprises, que il y a un ordre de préséance dans les panneaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le panneau du bas dépend du panneau du haut, tout simplement. Donc ici, qu'est-ce que ça nous dit donc? Ça nous dit que effectivement, dans l'aire de Chantecoq, la prochaine, il y aura bien donc un emplacement de parking, il y aura une aire de pique-nique et il y aura des jeux pour enfants. Par contre, juste en dessous, on nous précise que dans 17 km, il y aura un emplacement de parking également, et il y aura également une aire de pique-nique. Par contre, dans 17 km, il n'y aura pas de jeux pour enfants. Il n'y en aura pas. En gros, qu'est-ce qu'il nous dit ce panneau? Il nous dit que si vous voulez faire jouer vos enfants, c'est maintenant. Parce que sinon, ce sera dans 17 km. C'est ça en fait qui veut dire le panneau. Donc, ici, pour répondre à la question, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 38. Dans cette zone, les cyclistes peuvent circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez le panneau.
et notamment la partie haute, c'est un panneau d'aire piétonne. Donc c'est une zone où les piétons sont prioritaires et où les cyclistes peuvent circuler s'ils circulent au pas. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu foi à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Mon téléphone sonne alors que je suis au volant. Je regarde qui m'appelle. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cela peut diminuer ma vigilance. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on est dans le cas où le téléphone sonne lorsqu'on est au volant. Effectivement,
on ne regarde pas son téléphone lorsqu'on conduit. En fait, c'est interdit et c'est amendable, même juste pour regarder. Bah, pourquoi? Parce que tout simplement, ça va diminuer votre vigilance. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 40. Ce panneau indique, réponse A, un passage piéton, réponse B, un endroit fréquenté par des enfants. Alors ici, c'est quand même un panneau important parce que c'est un panneau que vous confondez souvent avec ce panneau. Hein. Alors, le panneau avec les deux enfants qui courent, c'est un panneau de danger qui indique un endroit fréquenté par des enfants. Alors que l'autre panneau indique un passage piéton. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.